Fabienne Verdier naît et grandit à Paris à l'abri du besoin. Son père est peintre amateur, il l'emmène visiter les musées et les galeries et l'encourage à faire de même. Elle s'attelle très jeune aux exercices académiques et décide de devenir peintre. Ce choix déplaît fortement, comment pourrait-il en être autrement? Ses parents tentent de la décourager en lui imposant une rigueur de travail qui au contraire la motive au point qu'elle sort première de sa promotion aux Beaux-Arts de Toulouse avec une bourse pour étudier à Paris, bourse qu'elle refuse. Pendant ses études, elle prend conscience de l'état d'esprit dans lequel baigne le milieu artistique des années 70-80. L'absolue volonté d'innover, ça l'exaspère. On peut facilement faire un parallèle avec la musique contemporaine, c'est à la même période que les néotonales font leurs études, les années 80. Ainsi, l'ambiance universitaire la met mal à l'aise. Il manquait l'intelligence du cœur, cette curiosité passionnée qui pousse les jeunes à découvrir la face cachée du monde. Bref, c'est la crise d'ado, elle s'emmerde profondément, elle le dit elle-même. J'avais 20 ans, j'ai quitté ma famille, mes amis. Après une crise de conscience violente, j'ai tout abandonné sans me retourner, jusqu'à ma superbe collection de timbres que j'ai offerte au gardien de l'école des beaux-arts. Cette année-là, en 1981, il se trouve que la ville de Toulouse, où elle fait ses études, opère un jumelage avec une ville de province chinoise, Chongqing, dans le Sichuan. Elle s'adresse au maire afin de voir s'il ne serait pas possible de faire un échange d'étudiants. Même si tout cela se décide à la dernière minute, le régime chinois accepte de l'accueillir. C'est la première étudiante occidentale acceptée dans la Chine communiste. Elle doit rester 2 ans, le temps du cursus. Elle y reste 8 ans. Et elle y revient plus tard en tant que chargée culturelle de l'ambassade de France, où elle est totalement écœurée du fonctionnement. On ne lui donne aucun budget pour les artistes qu'elle est censée mettre en avant. Par contre, on dépense des mille et des cents pour les fonctionnaires français qui viennent s'offrir des vacances aux frais du contribuable, prostituées comprises. Pourquoi la Chine? Verdier cherchait à étudier l'art chinois, la calligraphie en particulier. En France, personne ne pouvait le faire correctement, du moins le pense-t-elle. Elle souhaite donc aller à la source. Sur place, on l'accueille dans une ambiance d'hôpital, des bâtiments impersonnels, des tables recouvertes de plaques de verre, des cadres du parti qui ne savent pas quoi faire d'elle, pas du tout l'image qu'elle en avait depuis l'Europe. On lui adjoint une traductrice du chinois vers l'anglais et accessoirement chargée de faire des rapports sur elle. On la fait manger à part et on interdit aux étudiants chinois de lui parler. Elle venait apprendre la calligraphie et on lui impose les mêmes exercices qu'aux Beaux-Arts en France. Le réalisme socialiste domine toute la production chinoise, c'est ça ou rien. Les artistes russes sont passés par là entre-temps. Ensuite, il existera des artistes vulgaires qui copieront bêtement les Américains de façon à leur vendre au prix fort des toiles sans intérêt. On ne donnera pas de nom. Elle commence à maîtriser le mandarin et le sichuanais, ce qui lui permet de retrouver un calligraphe très âgé via l'entre-jambe d'un étudiant compréhensif. Il faut savoir qu'à la révolution culturelle, les Chinois ont tout perdu. Leur culture ancestrale, leur art de vivre, tout. On brûlait les œuvres des peintres, on coupait les mains des calligraphes. Si bien que le premier maître auquel s'adresse Verdier est Manchot.
Il lui montre des réticences et puis finalement l'accepte. Il finira par lui indiquer un autre maître, Wang Yuan. Lui refuse carrément par peur des représailles et par dégoût pour l'enseignement. Il sait que la plupart des étudiants s'en vont quand ils pensent avoir emmagasiné suffisamment de connaissances. Elle s'obstine à lui adresser ses travaux et finalement il s'attache à elle et la prend sous son aile. Ne nous attardons pas sur ces années d'études, on indiquera seulement de se reporter à son très beau récit de voyage, Passagère du silence, où elle établit énormément de parallèles entre la Chine et l'Europe, c'est très nourrissant. Elle maîtrise petit à petit l'art des calligraphes peintres, leur technique. L'essence de la calligraphie, qu'est-ce que c'est? On lui a expliqué très clairement que la calligraphie chinoise est dans le domaine de l'art abstrait. Cependant, la conception de cet art abstrait n'est pas la même qu'en Occident, car en Chine, le mot abstrait incarne les écoutes de la nature, les sens, les choses, les esprits que l'on retrouve dans la nature sont incarnés dans les traits, les points, la forme, dans la calligraphie et sa conception. Après une période de quelques années sans rien peindre du tout, due à une dépression, Fabienne Verdier reprend les choses en main sur les encouragements de son mari. Il s'installe en France, dans le nord de Paris. Progressivement, l'abstraction s'impose à elle. Elle n'a néanmoins aucune prétention à l'avant-garde. Elle conserve alors de son séjour en Chine la peur du vulgaire. Les lettrés chinois nourrissaient une peur maladive de la vulgarité et de la niaiserie surtout. Ils cherchent l'essentiel, la simplicité. Un trait de pinceau doit se suffire à lui-même. Notons que les calligraphes n'attachent pas d'importance au contenu du texte, mais à la qualité du trait qui le compose, quelque chose que les Occidentaux ont beaucoup de mal à intégrer. L'abstraction, ce n'est pas nouveau, on cite souvent Malevich comme précurseur, mais les peintres ne se posaient pas la question, pas forcément sous cet angle. Si on prenait un extrait de tableau classique ou même hyper réaliste et qu'on se focalisait dessus, on y verrait déjà des formes abstraites. Le peintre ne fait jamais que suggérer le réel à l'aide d'artifices. Les abstraits américains et français, puisque ce sont eux qui initient ce mouvement, ont choisi de se concentrer sur cet aspect esthétique pour en tirer des émotions les plus immédiates et tangibles possibles, une spiritualité exacerbée en somme et non plus soumise à un motif pictural ou un sujet codifié. Les Occidentaux ont très longtemps bloqué sur la Renaissance, la représentation du réel, l'imitation de la nature, comme le disait Léonard de Vinci. Au XXe siècle, le cubisme pousse à l'extrême cette vision de l'art et beaucoup d'artistes européens sentent qu'ils sont arrivés au bout, qu'il faut passer à autre chose. Ça donne lieu à une explosion de courants artistiques, une explosion de la nature même d'artistique. Les lettrés chinois restent dans l'évocation. On réalise très peu de portraits chez eux. On va préférer peindre des montagnes ou des animaux de façon évocatrice et stylisée. L'homme se voit souvent réduit à de petits personnages.
C'est assez fou de se dire que les Chinois abandonnent toute prétention au réalisme dès l'âge classique, c'est-à-dire la dynastie des Song. Au 8e siècle, on voit naître une effervescence incroyable. Tout cela va de pair avec une vision jusqu'au boutiste de l'art, l'unique trait de pinceau. On pourrait citer des heures durant la poésie chinoise, son refus du vulgaire ou du banal, son amour de l'essentiel et de l'éphémère. Leurs poètes parlent de la lumière de la lune qui transperce la glace des cimes, ils parlent des reflets du vent, ils parlent des fleurs qui flottent dans les ruisseaux, ils ne mettent pas des adverbes et des adjectifs à tout ce qui bouge. Tandis qu'en Occident, la révolution, la modernité, l'émotion pour elle-même sont arrivées de façon abrupte, radicale, en opposition avec le public et les institutions. Je vois chez Fabienne Verdier une constante volonté d'universel.
Elle se persuade que chez tous les hommes, il y a en commun une spiritualité unique. Peu importe sa forme, elle est là, au-delà des religions. Les religions sont une de ces incarnations parmi d'autres. Et ce n'est pas faux, il suffit de voir que toutes les cultures, à toutes les époques, si elles n'ont pas toutes une écriture, elles ont au moins une forme d'art. Pourquoi Cro-Magnon allait-il au fond des cavernes, parfois des kilomètres sous terre, peindre des animaux ou des femmes que personne ne verrait, même pas eux, puisqu'il ne pouvait pas tout éclairer sans mourir asphyxié? Je pense très sincèrement que l'art est la forme de spiritualité la plus importante. Je ne sais plus qui disait que l'art était à la fois une chose inutile et absolument indispensable. Devant ces œuvres dépouillées, on se perd dans la contemplation, on s'en fout de l'influence chinoise, on se trouve bien au-delà. Un trait au cœur du vide a parfois plus d'impact émotionnel qu'une accumulation de peintures ultra virtuoses. Alors bien sûr, il est facile de dire du mal de ce style de peinture, les toiles sont exécutées en quelques secondes, elles se présentent à nous dans toute leur nudité, mais ce serait dommage de n'y voir que cela et de n'y apprécier que les qualités esthétiques comme un papier peint industriel. J'étais partie à l'autre bout de la Terre pour apprendre une nouvelle forme de peinture et je reviens après 30 ans de travail au cœur de l'Europe et je me rends compte que eh bien, ce choix d'existence, cette pratique d'ascèse et de silence, finalement, les grands peintres européens comme ou les peintres français, il y avait une école française de peintres solitaires comme Poussin, comme Cézanne, comme Ingres, comme Bonnard, comme Corot, comme Morandi, qui s'enfermaient dans leur atelier dans une solitude extrême et qui pratiquaient la peinture comme une forme d'exercice spirituel, ne sortant plus de leur atelier, dans une ascèse presque stoïcienne, en fait, comme les philosophes de l'Antiquité le pratiquaient, c'est-à-dire un exercice de transformation de soi. Et la difficulté est de résister au mode de pensée existant de notre époque, de tenter une émancipation, de se libérer de toute contrainte et de trouver une possible vérité en soi. Et c'est en fait un immense chantier intérieur et une organisation d'existence pour être à l'écoute de ça et tenter d'offrir au monde le fruit de ces expériences. C'est Léonard de Vinci qui disait « Si tu es seul, tu seras tout entier toi. Et plus je me retire, plus je creuse au fond de ma fosse, plus je me rends compte qu'il y a une connexion, que l'être n'est pas que ce qu'il croit être, mais que si on est à l'écoute de cette source vive,
qu'on a en nous, et bien il y a une espèce de jaillissement possible, et que voilà, c'est ce que je tente de vivre dans la peinture pour vous offrir une forme de jubilation, j'espère, et de joie, et nourrir vos esprits.